Bonjour à tous. On va continuer avec les révisions en chimie pour nous bien comprendre enfin, biochimie, les réactions, les enzymes, tout et tout. Donc ça, c'est une petite mise à niveau que l'on fait. Donc là, on va voir les liaisons chimiques, OK? Sont ioniques, covalentes au hydrogène, actuellement. Toujours objectif d'apprentissage. Donc, jeune fille, on va ça. Il faut pouvoir expliquer le rôle et le comportement des électrons dans la formation des liaisons chimiques par rapport à la fameuse règle de l'octet, octet qui veut dire 8, octo. Caractériser, caractériser les liaisons ioniques. Donc, il faut connaître qui ça liaison ionique là y est, pour qui ça veut les ioniques, pour c'est covalent, surtout liaison hydrogène qui est très important parce que c'est un bagage que nous apprenons en biochimie. Quant à la formation et à leurs propriétés, et donner des exemples de substances refermant ces différentes liaisons chimiques. Ensuite, right, comparer les molécules polaires et des molécules non polaires à l'aide d'un exemple pour chaque type et préciser une propriété que la polarité confère à une molécule. Bon. Donc, comme nous l'avons mentionné plus haut, les liaisons chimiques maintiennent ensemble les atomes qui sont combinés. Une liaison chimique n'est donc pas une structure physique comparable à une paire de menottes reliant les poignets et deux personnes. Il s'agit en fait d'une relation énergétique avec les électrons des atomes réunis et qui peuvent être formés ou détruits en moins d'un millionième de seconde. Ça veut dire que du moment que vous prenez pour faire varier liaison chimique là, OK, ou pas de notion énergie. Donc, soit pour bas énergie, soit c'est réaction, soit pour bas énergie. Pour réaction en fait, soit, OK, la réaction en fait, dit tout bon énergie. Donc, son faut gain énergie. La donne, ça peut nous, c'est pas tant coup, on dit menottes qui kembe atome yo entre eux. Donc, c'est quelque chose d'énergétique. Donc, rôle des électrons dans les liaisons chimiques. Les électrons d'un nuage électronique occupent des régions de l'espace appelées couches électroniques qui sont disposées de façon concentrique autour du noyau de l'atome. Les atomes connus peuvent avoir jusqu'à 7 couches électroniques numérotées de 1 à 7 à partir du noyau. Mais le nombre de couches de noyau donné dépend du nombre d'électrons qu'il possède. Chaque couche électronique contient une ou plusieurs orbitales qu'on peut considérer comme des sous-couches électroniques. Et rappelez-vous que les orbitales sont des régions autour du noyau où la probabilité de trouver l'électron est généralement élevée. Donc, il y a un schéma qui apprend trop le schéma planétaire. Par exemple, côté apprend trop que les électrons sont côté fixés. Non. OK? En fait, quand ce sont des nuages d'électrons, et dans le nuage électron, ça, où il y a différents niveaux que les orbitales, et c'est dans l'orbital ça qu'on a plus de chances qu'à joindre électron. Donc, il est important de bien comprendre que chaque couche électronique représente un niveau d'énergie. Songez à faire électron, c'est pareil, énergie. Il faut donc imaginer les électrons comme des particules dotées d'une certaine énergie potentielle, OK? Et d'une façon générale, le terme couche électronique et niveau d'énergie sont donc synonymes. OK? Donc, là encore, il y aurait dit bagaille pour électron, ça a bougé pour sortir au côté, pour sortir de bon, pour côté noyau, pour l'autre noyau, il y a un problème d'énergie. OK? Quand la quantité d'énergie, quelle quantité d'énergie potentielle un électron possède-t-il? La réponse dépend donc du niveau d'énergie que l'électron occupe. Donc, énergie électron, c'est côté lié ici la couche périphérique, là, mais ici la couche profonde. La force d'attraction entre le noyau chargé positivement et l'électron chargé négativement est d'autant plus grande que l'électron se trouve sur une orbitale proche du noyau. C'est normal. Donc, plus l'électron proche du noyau qui est positif, électron négatif, donc c'est plus positivement pour aller négatif ça. Donc, c'est plus qu'on va l'obliger qu'on ait énergie pour faire électron ça déplacer.
Ce principe permet de comprendre, un, pourquoi les électrons les plus éloignés du noyau possèdent la plus grande énergie potentielle. Il faut donc plus d'énergie pour vaincre l'attraction du noyau et atteindre des niveaux les plus éloignés. Deux, pourquoi ces électrons établissent le plus facilement des interactions chimiques avec d'autres atomes. En effet, comme ils sont moins fortement retenus par leur propre noyau, ils sont plus facilement influencés par les autres atomes et molécules qui se trouvent à proximité. Dans la formation des réseaux chimiques, les électrons déterminants sont donc ceux de la couche la plus externe. Les électrons des couches internes ne participent généralement pas aux liaisons en raison de la très forte attraction exercée par le noyau. Donc, il très simple. Donc, ça qui la couche externe, non, puis qu'à sortir plus facile. Chaque couche électronique accueille un nombre maximum d'électrons. Vous voyez ça? Pour chaque couche, bon nombre maximum d'électrons. Première couche, la couche 1, qui est la plus proche du noyau, n'en contient que 2 au maximum. La couche 2 peut contenir une 8, tandis que la couche 3 peut contenir 18. Et les couches suivantes peuvent posséder un nombre d'électrons de plus en plus élevé. Une bonne partie des éléments les plus importants chez le suivant, soit ceux qui n'ont pas plus de 3 couches électroniques, les couches se remplissent les unes après les autres. Par exemple, la couche 1 se remplit complètement avant que les électrons commencent à occuper la couche 2. Et sauf pour couche 18 ans, nous songez, ils vont sous-couche. Et sous-couche 10 électrons, bon, par contre, si on va dire là, et c'est dans 10 électrons ça que nous allons joindre les éléments de transition. Lorsque le niveau d'énergie le plus externe est saturé, et lorsqu'il contient 8 électrons, l'atome est stable. Il devient chimiquement inerte, c'est-à-dire non réactif. Un nombre d'éléments appelé gaz noble, qui comprend l'hélium et le néon, illustre parfaitement cet état. Et pour ça, nous allons obligé de regarder figure 2.5a. En revanche, les atomes de la couche externe accueillent moins de 8 électrons ont tendance à gagner ou à perdre ou à mettre en commun des électrons afin d'atteindre un état stable. Qu'en est-il des atomes qui ont plus de 20 électrons et dont les niveaux d'énergie supérieurs de la deuxième couche peuvent accueillir plus que 8 électrons? Le nombre total d'électrons qui peuvent participer aux liaisons se limite encore à 8. On appelle couche de valence la couche électronique la plus externe de l'atome ou la partie de celle-ci où se trouvent les électrons chimiquement réactifs. La clé de la réactivité est la règle de l'octet ou règle des 8 électrons qui s'arrête. Et selon cette règle qui exclut la couche 1 capable d'accueillir 12 électrons, les atomes importants chez le vivant interagissent de façon que leur couche de valence, donc la dernière couche, okay, contiennent 8 électrons, quitte à les partager ou à les changer avec des atomes voisins afin de trouver un état énergétiquement plus stable. Et, et de tourner les couches, ça, couche de valence, parce que nous parlons notion valence là-dedans. J'ai notion valence là. Donc, je te vois nous dans le schéma figure 2.5a. Alors, qui ça veut dire? En règle générale, le schéma ne fait que résumer ça au gain. Donc là, au gain, élément chimiquement inerte, donc, un schéma représenté, figure 2.5, éléments chimiquement inertes et réactifs. Mettons remarque, afin de simplifier le schéma, on a représenté les noyaux anatomiques par une sphère portant le symbole chimique de l'atome. Les protons et les neutrons ne sont pas des signes. OK? Premier bagaille, A, le niveau d'énergie le plus externe est rempli. Nous avons les gaz inertes. L'hélium, qui gagne 2, on est premier proton, c'est 2 seulement 4 bails, et le néon, qui gagne 8, 2, 4, 6, 8, donc, il est très stable. Tellement stable que le pape réagit avec aucun bagaille, et ça fait le gaz inerte. OK? Tandis que ici, comme la couche n'est pas remplie,
que ce soit hélium, carbone, oxygène et sodium, il va avoir tendance à réagir. On nous parle qu'on y a de types de liaisons chimiques. Ok? Est-ce que nous avons le premier objectif là? Donc, premier objectif là, c'est expliquer le rôle et le comportement des électrons dans la formation des liaisons chimiques par rapport à la règle de l'octet. Nous en plein là-dedans. Type de liaison chimique. Les forces d'attraction entre les atomes déterminent trois grands types de liaisons chimiques. Les liaisons ioniques, les liaisons covalentes et les liaisons hydrogènes. Qui, vous dites encore, les liaisons hydrogènes, ils sont très importants en biochimie. Tableau 2.2 résume les principales caractéristiques de ces trois types de liaisons. 1. Donc, nous allons lire et puis après ça, nous allons regarder le tableau. Premier bagage, les liaisons ioniques. Bon, on regarde le tableau d'abord pour essayer que nous allons lire la plus facile. OK? Donc, 2.6. Bueno, euh, le tableau 2.2, la page 41. Oh, on va aller juste en page 41. Et on va chercher. Voilà. Donc, tableau Cabano, résumé. Tableau 2.2, résumé. Principaux types de liaisons chimiques. Il y a trois types de liaisons ici. Liaisons covalentes, liaisons ioniques et liaisons hydrogènes. Et il y a Becquerel et Biot qui font. Liaisons covalentes qui partagent d'une paire d'électrons, peut être polaire si le partage est inégal, peut être non polaire si le partage est égal. Donc, on verra ça lorsqu'on va voir les molécules polaires et non. Et c'est la force la plus forte. On dit qu'il va demander plus d'énergie pour aller au fait. Liaison ionique, attraction entre des ions de charge opposée, la force est intermédiaire. Est-ce que la liaison hydrogène, c'est attraction entre un atome d'hydrogène ayant une charge positive partielle, delta plus, et un atome électronégatif ayant une charge légèrement négative. Et c'est là plus. OK? Donc, on retourne au TNP. Et nous parlons de liaison ionique. Les atomes sont électriquement neutres, mais il arrive que des électrons passent d'un atome à l'autre. Donc, ça veut dire qu'ils ont un esprit de liberté, hein, qui passe d'un électron à l'autre. Pardon, il arrive que des électrons passent d'un atome à l'autre. Dans ce cas, il y a rupture de l'équilibre parfait des charges positives et négatives parce que vous songez qu'il y a autant de protons que d'électrons dans un noyau. On obtient alors des particules chargées appelées ions et une liaison ionique est une liaison chimique formée par le transfert d'un ou plusieurs électrons entre les atomes. L'atome qui gagne un ou plusieurs électrons ou accepteur d'électrons acquiert une charge nette négative puisqu'il a alors un ou plusieurs électrons de plus que son nombre de protons. Il est donc appelé anion. L'atome qui perd des électrons ou donneur d'électrons acquiert une charge nette positive puisqu'il est alors plus puisqu'il a alors plus de protons que d'électrons. Il est appelé cation. Donc, pour faciliter votre mémorisation, associez T de cation au signe positif. Cation, il semble, on croit, T. On croit, donc cation, c'est positif, anion, c'est négatif. Des anions et des cations se forment chaque fois que des électrons passent d'un atome à l'autre. Étant donné que les charges opposées s'attirent, ces ions tendent à rester voisins, ce qui crée une liaison chimique. Comme exemple,
de liaison ionique, citons le chlorure de sodium, NaCl, qui se forme par l'interaction d'atomes de sodium et de chlore. Ça, nous allons regarder la figure 2.6. Le sodium a un numéro atomique de 11. Sa couche de valence, donc la couche 3, ne renferme donc qu'un seul électron. Il serait très difficile d'en ajouter 7 pour la compléter. Naturellement, il y a toujours ça plus simple qui m'a moins d'énergie que l'absence. Cependant, si l'atome perd cet unique électron, c'est la couche 2 qui devient la couche de valence. Le niveau d'énergie le plus externe comportant des électrons. Je redouce sa couche de valence. Or, elle possède déjà 8 électrons et est donc saturée. Si le sodium perd un seul électron de sa troisième couche, il atteint un état stable et devient un cation Na+. Par ailleurs, le chlore, dont le numéro atomique est 17, n'a besoin que d'un électron pour compléter sa couche de valence, en l'amenant à 8. Lorsqu'il accepte un électron, cet atome devient un anion Cl- et atteint un état stable. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'un atome de sodium et un atome de chlore interagissent. Le sodium cède un électron au chlore et les ions créés par cet échange s'attirent mutuellement, formant ainsi le chlorure de sodium. Les liaisons ioniques apparaissent généralement entre les atomes ayant un ou deux électrons de valence. Les métaux comme le sodium, le calcium et le potassium, et des atomes ayant 7 électrons de valence, comme le chlore, le fluor et l'iode. La plupart des composés ioniques entrent dans la catégorie chimique des sels. C'est-à-dire qu'en absence d'eau, les sels tels que le chlorure de sodium n'existent pas sous forme de molécules individuelles, se présentent sous forme de cristaux qui sont de grands assemblages. Des réseaux de cations et d'anions maintenus ensemble par des liaisons ioniques. Le chlorure de sodium illustre donc parfaitement la différence entre les propriétés d'un composé donné et celles des atomes qui le constituent. Le sodium est un métal blanc argenté qui réagit violemment dès qu'il est en contact avec l'eau. Le chlore, à l'état moléculaire, est un gaz vert toxique utilisé pour former l'eau de Javel, ça veut dire chloroxyde. Cependant, le chlorure de sodium est un solide cristallin blanc dont on se sert pour assaisonner les aliments et l'eau salée n'est pas un mélange explosif. Donc, toujours principe pour la chimie, le corps formé a des propriétés différentes des corps qui le forment. On regarde le schéma Gougnard. Il y a le A, déformation de liaison ionique. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les deux corps sont, lorsque sodium et chlore ensemble, le seul électron de la couche extérieure de l'atome du sodium rejoint les 7 électrons de la couche extérieure du OK? À ce moment-là, l'atome de sodium, OK, il n'a qu'un seul électron dans sa couche extérieure qu'il va partager avec l'atome de chlore qui a 7 électrons dans sa couche extérieure. Le résultat, cette liaison est un cation Na+ et un anion qui peuvent former des liaisons ioniques. Et voilà. Donc, plus 1 attiré moins 100. Maintenant, il pas de l'eau, ça formé, OK, de nombreux ions Na+ et Cl s'associent pour former des cristaux de sel. Donc, on a fini pour les liaisons ioniques. Là, nous allons au deuxième type de liaison, qui sont les liaisons covalentes. OK? Un transfert d'électrons n'est pas toujours nécessaire pour que les atomes atteignent un état énergétique stable. Chaque atome peut également compléter sa couche électronique externe, au moins peut également compléter sa couche électronique externe au moins une partie du temps en partageant des électrons, ce qui permet l'existence de molécules dans lesquelles les électrons mis en commun
occupent une même orbitale commune aux deux atomes et forment des liaisons covalentes. Ok? Un atome d'hydrogène qui ne possède qu'un seul électron euh, il peut donc compléter sa couche électronique en partageant une paire d'électrons avec un autre atome. Lorsqu'il partage avec un autre atome d'hydrogène, on obtient la molécule d'hydrogène gazeux qui est H2. La paire d'électrons mise en commun gravite l'ensemble de la molécule et assure ainsi la stabilité de chaque atome. OK? Donc, il partage l'électron et on va occuper les électrons dans leur orbital commun aux deux atomes. L'hydrogène peut également partager des électrons avec des atomes d'autres éléments pour former des composés. La figure 2.7. Dans l'atome de carbone, par exemple, la couche externe contient 4 électrons, mais il lui en faut 8 pour assurer un état stable. Pour sa part, l'hydrogène a besoin de 2 électrons alors qu'il n'en possède qu'un seul. Lors de la formation d'une molécule de méthane, c'est H4, le carbone partage 4 paires d'électrons avec 4 atomes d'hydrogène, une paire avec chacun des atomes. Dans ce cas également, les électrons mis en commun appartiennent à l'ensemble de la molécule autour de laquelle ils gravitent, assurant ainsi la stabilité de chacun des atomes. Donc, regardez ça avec liaison covalente. Lorsque deux atomes partagent une paire d'électrons, ils forment une liaison covalente simple. Et on va le représenter par un trait unique entre deux symboles de éléments. Par exemple, H2, liaison simple, donc mettez H, un seul tiret, H. Il arrive également que les atomes partagent deux ou trois paires d'électrons et établissent ainsi des liaisons covalentes doubles ou triples, représentées par des traits doubles, des traits triples. OK? Donc, nous parlons de notion molécule polaire et non polaire, mais avant, on va voir le schéma, la figure 2.7. Non, c'est figure 2.7 que nous parlerons d'abord. Donc, ça, c'est la figure 2.7 qui a résumé là. Déformation des liaisons covalentes. OK? Là, tu as l'atome de carbone. OK? Qui a 4 électrons et qui besoin partager, qui besoin arriver dans 8 électrons. C'est le qu'a fait. L'a tout partagé un électron avec chaque fois un électron, deux électrons avec un atome d'hydrogène. Ainsi, tout le monde a sa stabilité. Et ou bien CH4, qui est la molécule de méthane. La formule développée par le modèle ça, c'est avec les 4 atomes d'hydrogène et puis on mettait une seule barre parce que ce sont des liaisons covalentes simples. OK? B ou bien formation de liaisons covalentes doubles. Et c'est donc deux atomes. C'est ce qui se passe dans deux atomes d'oxygène qui partagent deux paires d'électrons. Donc, on a deux atomes d'hydrogène là, et on a une molécule d'oxygène. Mais comme c'est une liaison double, il y a deux doublets, et on va le mettre au de bas, au même bagaille pour l'azote. Alors, similairement, pour l'azote, il va donc partager une liaison covalente triple. Deux atomes partagent trois paires d'électrons. Un, deux, trois, et là. Et la formule, c'est N. N avec trois barres N. On retourne Kounia sur la notion de polarité. Okay? Molécule polaire et molécule non polaire. Dans les liaisons covalentes que nous avons parlé jusqu'ici, les électrons de valence sont mis en commun également entre les atomes.
sont mises en commun également entre les atomes. OK? Les molécules ainsi formées sont équilibrées électriquement et on les appelle des molécules non polaires parce qu'elles n'ont pas de pôle distinct, de pôle plus et moins, mais il n'en est pas toujours ainsi. Lorsqu'une molécule possède plusieurs liaisons covalentes, elle adopte une forme tridimensionnelle parce que les liaisons sont orientées dans un angle précis. La forme d'une molécule donnée permet de savoir avec quel atome ou avec quelle autre molécule elle pourra interagir. Cette forme particulière peut aussi produire un partage inégal des paires d'électrons et créer une molécule polaire. Cela est particulièrement vrai des molécules asymétriques dont les atomes n'attirent pas les électrons de la même façon. Donc, normalement, dans une liaison covalente, OK, pas une, deux ou trois atomes qui fait chiche. OK, et bon, j'ai communiste là, ils ont partagé électrons égal. OK? Dans ce cas-là, il dit que les molécules non polaires. Ça, oui. Dans paragraphe ça, il dit, ah, il y a des atomes qui a dit non, donc on va moi-même plus qu'un électron et électron que vous, et que bien que son liaison covalente, électron a bien tendance qui était plus vers atome là qui chiche, qui va partager, qui paraît mais partager vrai que dans l'autre. Et à ce moment-là, et ça va créer une molécule polaire et parce que une zone qui est plus qu'un électron, une zone ça a négatif, est-ce que zone qui a moins changement d'électron, la positif, la plus ou moins positif. Donc, de façon générale, les petits atomes ayant 6 ou 7 électrons de valence, tels que l'oxygène, l'azote et le chlore, attirent très fortement les électrons. C'est des atomes qui chichent. Cette caractéristique des atomes à vide d'électrons s'appelle électronégativité. Inversement, la plupart des atomes n'ayant que un ou deux électrons de valence, donc, il y a bien envie là des électrons en lui-même, sont généralement appelés électropositifs, c'est-à-dire que leur capacité d'attirer les électrons est si faible qu'ils perdent habituellement leurs propres électrons de valence au profit d'autres atomes. Le potassium et le sodium, qui possèdent chacun un électron de valence, constituent, aux exemples, d'atomes électropositifs. OK? Donc, il y a des atomes qui émettent, chiche, pas partager, qui émettent l'électron, et électropositifs, et ça a plagué, vraiment, un problème. Pour être électron, ce sont les électrons. Alors, ça crée un électron, électron négatif, ça a la gueule, c'est électron positif, ça a pour mettre électron. Le gaz carbonique, on dit le dioxyde de carbone et l'eau montrent bien comment la structure tridimensionnelle de la molécule et la force d'attraction relative des atomes sur les électrons permettent de déterminer si une molécule formée de liaisons covalentes est polaire ou non. Dans le gaz carbonique, CO2, l'atome de carbone partage 4 paires d'électrons avec 2 atomes d'hydrogène. 2 paires avec chaque atome d'hydrogène. L'hydrogène il est très électronégatif. Il attire et attire donc les électrons de valence beaucoup plus fortement que le carbone. Cependant, la molécule de carbone est tout droite, linéaire et symétrique. On verra ça à la figure 2.8. OK? On dit ça? Parce que l'autre atome carbone, l'attraction exercée par un atome d'oxygène est contrebalancée par l'autre. OK? Donc, premier oxygène a lié à bon, tout électron, l'autre sous bord pour dire ça, oxygène, même j'ai avant premier, OK? Moi-même, tout besoin pas maintenant. Donc, tous les deux pour râler électrons, même genre, OK? OK? C'est ça veut dire comme dans une partie de lutte à la corde, disputée entre deux équipes de force égale. Par conséquent, les électrons de valence qui sont en orbite autour de la molécule entière. Par conséquent, les électrons de valence sont en orbite autour de la molécule entière et CO2 est
c'est non polaire. Et, qui schéma, vous regardez, il va. Oui, figure 2.8a. Donc, moi, j'ai 2.8a, ça c'est 2.7 et 2.8a. C'est peut-être ça, ou pas loin, dans vidéo, si vous parlez sur YouTube par exemple, dans la vidéo, là, au besoin de représenter les molécules de gaz carbonique, par exemple, sous une vidéo qui montre respiration, côté oxygène entré, gaz carbonique en sorti, sous une vidéo qui montrait qui tissu a libéré gaz carbonique, donc au lieu d'utiliser formule de couple planétaire, je pourrais plutôt faire on va le montrer une molécule comme ça, qui est linéaire. OK? Donc, les molécules de dioxyde de carbone sont linéaires, symétriques et non polaires. Donc, c'est ça, non polaire, comme par exemple le gaz carbonique. OK? Mais, qu'est-ce qui arrive? Qui jeune balguin, molécule polaire. Ah, la molécule d'eau. La molécule d'eau, elle, n'est pas linéaire. Elle a plutôt la forme d'un V. OK. Les deux atomes d'hydrogène électropositifs sont situés à la même extrémité que la molécule à la même extrémité de la molécule. Sur le conforme V et l'oxygène est à l'extrémité opposée. C'est cet arrangement qui permet à l'atome d'oxygène d'attirer les électrons mis en commun et ainsi de les éloigner des atomes d'hydrogène. L'intermanchiche dit bombe tout électron. OK? La répartition des électrons n'est donc pas équilibrée, puisque ceux-ci passent plus de temps au voisinage de l'oxygène. Ah, l'oxygène a qui pigonne, qui pirate pour modèle. Comme les électrons ont une charge négative, l'extrémité de la molécule, ou surtout l'oxygène, est rendue légèrement plus négative et qu'on représente par delta moins, parce qu'en fin de compte, c'est pas réellement une charge électronique négative, OK? Et plus négatif. Donc, après, il va mettre moins et le delta moins. Et l'extrémité où se trouve l'hydrogène est légèrement plus positive, et on représente par delta plus. Et comme la molécule d'eau a deux pôles chargés, on dit que c'est une molécule polaire ou dipôle. Et là, nous parlons, si ça va expliquer nous pour dire ça. Lorsque vous mettez un composé ionique dans de l'eau, et on va le dissocier, delta plus 1, pour râler ion négatif là, et delta moins 1 pour râler ion positif là. Ouais, on voit ça donc au schéma suivant. Les molécules polaires s'orientent par rapport aux autres dipôles ou aux particules chargées, telles que les ions et certaines protéines, et elles jouent un rôle essentiel dans les réactions chimiques qui se déroulent dans les cellules de l'organisme. La polarité de l'eau revêt une grande importance, ainsi que nous verrons plus loin dans le chapitre. Les différents types de molécules possèdent différents degrés de polarité, comme le résume la figure 2.9. On observe un changement graduel allant des liaisons ioniques aux liaisons covalentes non polaires. Les liaisons ioniques transfèrent complet d'électrons et les liaisons covalentes non polaires, mises en commun égales d'électrons, représentent les extrêmes d'une progression continue entre lesquels la mise en commun des électrons se fait de façon plus ou moins inégale. Donc, nous proposons la 2.9. 2.9, c'est en bas là. OK? Et voici ici la molécule d'eau. OK?
Donc, les molécules d'eau, oxygène nan dit, bon, tout électron, mais pas qu'à prendre tout net. C'est pour ça que la charge n'est pas nette. Donc, vous avez delta moins ici et 2, delta plus. Donc, en fait, tu as un pôle delta moins et un pôle delta plus. Donc, c'est ça qui fait que l'eau, ces trois liaisons vont cheminement, vont graduation. OK? Donc, d'un côté, vous avez les transferts complets d'électrons et dans l'autre côté, liaison covalente non polaire, vous avez mise égale des électrons. Et là, en même temps, c'est ça qui parle l'effet ionique en net et qui pas qu'à faire covalente en net. OK? Mais, vous avez une mise inégale des électrons. Donc, dans la liaison ionique, vous avez des ions distincts et qui sont chargés électriquement. Donc, vous avez Na+, vous avez Cl-. Tandis que dans les ions covalentes polaires, il est charge inégalement répartie. Donc, vous avez un côté qui est légèrement plus, côté qui est légèrement moins. Donc, vous avez delta moins, delta plus. Donc, pour l'eau. Là, on joint deux partenaires, deux électrons qui pas un problème pour bien partager l'électron. On a une liaison covalente non polaire, comme ce qu'on le voit pour le dioxyde de carbone ou le gaz carbonique. Et ouais, liaison ionique, ouais, liaison covalente, en traverser kounya dans liaison hydrogène. Contrairement à la mise à la liaison ionique ou à la liaison covalente, qui sont des liaisons relativement solides, la liaison d'hydrogène tient plus de l'attraction que de la liaison proprement parlée. Elle se forme quand un atome d'hydrogène déjà lié de façon covalente à un atome électronégatif, donc qui émet électrons, chiche, ok? Généralement, l'azote ou l'oxygène est attiré par un autre atome électronégatif, créant une sorte de pont entre les deux. Donc, hydrogène, c'est un atome qui est infidèle, bien que l'on forte liaison avec un atome tel que le, l'hydrogène ou l'azote. OK, il y a un autre atome qui est électronégatif, qui n'est pas crié, ma faut dit l'avant. Et puis, ils font liaison avec l'autre atome. Mais liaison ça, n'est pas réellement aussi forte que les autres covalentes. C'est ce qu'on appelle des liaisons d'hydrogène. Côté hydrogène, l'antigène infidèle, il n'est pas fidèle à côté de gain. Liaison covalente, la font petit coup pour l'autre bord, mais ça, c'est petit bail dehors. Donc, sont liaisons qui fait. Les liaisons hydrogènes sont communes entre les dipôles, par exemple, comme les molécules d'eau, parce que l'atome d'oxygène d'une molécule donnée, qui est légèrement négatif, attire les atomes d'hydrogène légèrement positifs situés sur d'autres molécules. C'est la formation de liaisons d'hydrogène qui favorise le regroupement des molécules d'eau, ok, ainsi que ont tendance à former une mince pellicule. Cette propriété, appelée tension superficielle, permet d'expliquer pourquoi, en partie, l'eau déposée sur une surface solide forme de petites sphères, comme la rosée sur une feuille, et comment ces insectes particuliers que sont les patineurs, ou bien, parce que pas maringouin tout, parce que le maringouin apprend de tout, glissent à la face d'un étang. Bien qu'elle soit trop faible pour réunir les atomes de façon à former les molécules, les liaisons hydrogènes constituent d'importantes liaisons intramoléculaires. Ce type de liaison contribue notamment à maintenir la structure tridimensionnelle caractéristique des grosses molécules car elles en relient les différentes parties. On trouve un grand nombre de ces liaisons hydrogènes
dans les grosses molécules biologiques telles que les protéines et l'ADN où elles stabilisent la structure. Donc, ça est d'où là qu'on y a. Et affaire de polarité de l'eau, OK, dans le schéma, qu'a expliqué pour qui ça, OK, l'eau qu'on goûte de l'eau, qui sont feuilles, il pas l'agi, OK, la font goutte, et la expliqué pour qui ça, il y a certains insectes qui utilisent des, comme ça, les araignées d'eau, OK, qui utilisent principe ça. Là, une araignée d'eau peut se déplacer à la surface d'un étang en raison de la grande tension superficielle de l'eau qui découle de la force combinée de ces liaisons d'hydrogène. Ça fait l'ICA plus ou moins flotter sous l'eau, hein, l'ICA déplacer sans pas rentrer en dedans de l'eau. Okay? Et là, vous avez l'attirance des molécules d'eau lorsque son bagage qui explique, qui est expliqué par le fait que nous avons des liaisons polaires. Mais tout, liaison hydrogène, ça c'est le deuxième paragraphe, la peut expliquer nous pour qui ça molécule, donc, les grosses molécules, pour qui ça a une forme particulière. OK? On va voir ça, vous songez pour grosses molécules qui est primaire, secondaire, tertiaire, même quaternaire. OK? Ce sont les liaisons d'hydrogène qui vont expliquer la forme des grosses molécules. OK? Grosses molécules biologiques telles que les protéines et l'ADN. C'est grâce aux liaisons d'hydrogène. OK? Donc, nous étions là pour section ça et je vous donne rendez-vous euh, à la prochaine vidéo où on va bien tout ça. Donc, naturellement, si nous les vérifions vos acquis, OK, ou pas faire un petit résumé de ça, on dit là, OK, sous quoi l'appendice A, ou avoir de réponse. OK? Donc, en façon, si vous besoin connaître, sous tes comprendre, sous tes faire. OK, donc à la prochaine vidéo. Je dis donc, bye bye.